Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du troisième genre. On va voir les différentes formes qu'il va prendre dans les parties du monde, en s'intéressant plus spécialement au cas des hijras qu'on trouve dans le monde indien et des kathoïs qu'on trouve dans le sud-est asiatique. Les hijras qu'on trouve en Inde, au Pakistan et au Bangladesh sont des hommes habillés en femmes et qui occupent une place particulière, suscitant aussi bien le rejet que la crainte parce qu'elles jouent un rôle spirituel étonnant. Elles sont en cela assez différentes des kathoïs de Thaïlande, du Laos ou du Cambodge qu'on appelle assez faussement des ladyboys. Et on va voir comment elles s'inscrivent ou pas dans ces catégories du troisième genre. Alors c'est un sujet sensible qui suscite pas mal de passion et d'incompréhension, mais j'aimerais quand même l'aborder sous un angle anthropologique en évitant au maximum les jugements de valeur et le voyeurisme qui en général l'accompagnent. Alors c'est possible que certains d'entre vous me considèrent comme un affreux woke qui fait l'apologie de la théorie du genre, et que les autres me considèrent comme un boomer cisgenre hétéronormé qui manque de légitimité, mais je vais quand même vous proposer une petite synthèse de la fluidité de genre sur notre planète. Le monde européen chrétien et conservateur est entré en contact de façon frontale avec le troisième genre au cours des grandes découvertes et de son expansion coloniale. Les Européens, à ce moment-là, ont dû trouver du vocabulaire pour nommer ce qu'ils ne connaissaient pas. C'est le cas des fruits et des légumes, des lieux et des objets, mais ils ont aussi dû trouver des mots pour désigner des concepts nouveaux, et la fluidité de genre en fait partie. Je vais être confronté au même problème, comment aborder la différence, l'altérité, sans blesser ou choquer. J'utiliserai dans cette vidéo le vocabulaire contemporain qui tourne autour de l'idée de genre, des termes transgenre, orientation sexuelle, homosexualité et identité pour mieux les tenir à distance. Ces précautions étant prises, on peut entrer dans le vif du sujet. Le troisième genre, voire le quatrième ou le cinquième genre, désigne des catégories qui sortent des catégories traditionnelles binaires qui font une distinction entre le masculin et le féminin. L'anthropologue Nico Besnier a fait un gros travail sur les transgenres du Pacifique, à Tahiti sur les femmes trans qu'on appelle les RR. Elles sont différentes des Marous chères à Gauguin, les Marous qui, elles, jouent un rôle spirituel important. Elles sont un peu similaires aux Fakaleiti des îles Tonga et aux Faafine des Samoa. Besnier montre comment les conceptions européennes de l'homosexualité ne collent pas avec les réalités de ces cultures et comment les notions de masculinité et de féminité n'y sont pas attachées. L'organisation de ces catégories, qui nous paraît évidente dans les sociétés occidentales, n'est pas forcément la plus naturelle, ni peut-être la meilleure, si je me peux permettre. Il faut faire un pas de côté pour comprendre ces réalités, et c'est tout le travail de l'anthropologue. Accepter qu'on ne peut comprendre une culture que si on en connaît les codes et les valeurs. C'est parce qu'ils sont arrivés avec leur tabou sur l'homosexualité que les Européens et les Américains ont criminalisé ces catégories transgenres qu'ils avaient du mal à comprendre. L'accusation ou le soupçon d'homosexualité plane sur les transgenres en Polynésie, mais pas seulement. Ça va aussi être le cas ailleurs, par exemple en Afrique, dans le royaume du Ndongo. Quand les Portugais et les Hollandais arrivent dans cette région qui est aujourd'hui l'Angola, ils découvrent une catégorie transgenre qu'on va appeler Shibados ou Kimbanda, et ils sont plus que choqués de voir que ces Shibados non seulement sont acceptés, mais en plus ils ont un pouvoir spirituel et politique. Un pouvoir politique qu'ils exercent notamment auprès de la reine Jingamband, grande guerrière et farouche résistante à l'occupation européenne. D'après des chroniques hollandaises, elle était une femme qui se comportait en homme, et elle était entourée d'hommes qui se comportaient en femme, jouant même un rôle de concubine. Et ces incompréhensions vont déboucher sur une loi du code pénal portugais de 1886 qui va condamner fermement l'homosexualité et la sodomie. Les Européens vont encore être décontenancés ailleurs en Afrique, où la fluidité de genre va s'exprimer différemment. Dans certains groupes, et notamment au Kenya, une veuve peut marier une femme plus jeune et se revendiquer père de l'enfant que sa nouvelle femme va avoir avec un homme, de façon à transmettre un patrimoine. Ces femmes peuvent parfois se comporter en homme, dormir avec leur femme, sans être pour autant considérées comme homosexuelles. Parce que la chose à comprendre là-dedans, c'est qu'il faut faire une distinction entre le sexe, le genre et l'orientation sexuelle, trois notions qui étaient fortement imbriquées dans les cultures européennes de cette époque. Cette ambivalence de l'identité, les Européens vont la retrouver aux Amériques. On ne sait pas si les Mouchés, les transgenres zapotèques qui vivent à la frontière du Mexique et du Guatemala, étaient déjà identifiés à l'arrivée des conquistadors, mais on dit que les Tidahuana du Venezuela existent depuis plusieurs milliers d'années.
Ils sont transgenres, ils occupent des fonctions rituelles, on les classe dans la catégorie des chamans, et aujourd'hui on les appelle plutôt les Two Spirits, ceux ou celles qui sont habités par deux esprits. C'est aussi comme ça qu'on appelle ceux d'Amérique du Nord, Two Spirits étant un terme proposé pour remplacer le mot berdache qui servait à les désigner et qui est aujourd'hui perçu comme insultant. J'avais suivi un cours de l'anthropologue Laurent Serrault qui faisait l'histoire de ce mot berdache, par lequel les explorateurs européens avaient appréhendé la fluidité de genre chez les Indiens d'Amérique du Nord. Elle explique dans ce texte que les berdaches posaient problème aux Européens, moins parce qu'ils contrevenaient à la bipartition des genres, mais bien parce qu'ils opéraient un retournement de prestige et de pouvoir culturellement inacceptable. La première description que l'on possède de ces Two Spirits est celle du jésuite Jacques Marquette, envoyé dans l'Illinois. Il mentionne le fait qu'ils sont travestis dès l'enfance, qu'ils ne se marient jamais, qu'ils s'abaissent aux activités féminines, tout en participant à la guerre, sans pour autant se servir des armes masculines telles que la massue ou l'arc. Mais ce qu'il avait déjà bien perçu, c'était leur rôle politique et spirituel. Ces berdaches, ces Two Spirits, apparaissent parfois dans la culture populaire, comme c'est par exemple le cas ici dans le film Little Big Man de Arthur Penn, où le personnage incarné par Dustin Hoffman rencontre un Imane Cheyenne. It was Little Horse, the boy who didn't want to fight the pony. Don't you remember me? This hurts me in my heart. I think I'll cry. He'd become a Himane, for which there ain't no English word. And he was a good un, too. Human beings thought a lot of him. Alors il faudrait bien plus qu'une vidéo pour faire le tour de toute la diversité et toute la complexité de ces transgenres nord-américains. Mais en dehors de leur fluidité de genre, c'était bien leur fonction religieuse, leur fonction de guérisseur et de leader communautaire qui ont frappé les étrangers, des fonctions bien éloignées du qualificatif berdache. Parce que berdache, c'est un mot d'origine persane qui signifie esclave ou captif, un mot que connaissaient les Européens, parce que c'est à travers l'image de l'eunuque des palais chinois ou des harems moyen-orientaux que les Européens se représentaient encore le mieux la personne transgenre, un homme de naissance qui ne l'est plus tout à fait après la castration. Le Moyen-Orient, comme toutes les autres parties du monde, a connu et connaît toujours la fluidité de genre. Il y a des aphorismes, des hadiths du prophète Mohammed qui parlent de ces mukhanatoun, de ces hommes efféminés qui étaient difficilement acceptés dans le monde arabe. Ces mukhanatoun ont posé de nombreux problèmes aux sourcilleux docteurs de la loi musulmane, les fuqaha, qui réprouvent toute forme d'homosexualité. En 1963, l'opposant du Shah d'Iran, l'ayatollah Khomeini, écrit un livre dans lequel il stipule qu'il ne voit pas d'interdiction religieuse à la chirurgie qui permettrait de changer de sexe. Et quand il prend le pouvoir, et sous la pression de Maryam Hatoun Molkara, le changement de sexe devient légal en Iran, et parfois même subventionné par l'État islamique, qui le voit comme une alternative à l'homosexualité. Pour lui, un homme qui devient une femme et qui a des rapports avec des hommes n'est plus un homosexuel. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes transgenres sont acceptées par la société iranienne, et comme rien n'est vraiment sympa dans ce régime, de nombreux homosexuels vont être contraints par la force s'il le faut, au changement de sexe. Cette permissivité étonnante, qui est assez unique dans la région, fait de l'Iran le deuxième pays au monde après la Thaïlande en nombre d'opérations transgenres réalisées. Et si on se déplace un peu vers l'est, on entre dans les mondes indiens, où on trouve une communauté qu'on connaît sous le nom générique de Hijra, une communauté bien trop diverse pour tenir sous ce mot un mot qu'on appelle un mot parapluie. Mais en Inde, le terme Hijra permet de désigner tous les hommes qui se comportent comme des femmes, que ce soit des hommes efféminés, des travestis, des personnes transgenres ou des eunuques. On verra que c'est plus compliqué que ça, et qu'en plus les personnes qui appartiennent à cette communauté rejettent aussi bien le mot eunuque que le mot Hijra, auquel elles préfèrent le terme Kinar ou Khwajasira. Alors comme souvent en Inde, on va avoir une explication religieuse ou mythologique. On appelle Shakti l'énergie féminine d'une divinité hindoue, celle de Shiva se nomme Parvati, deux énergies inséparables, et quand elles sont représentées ensemble, on appelle cette forme Ardhanarishvara, le seigneur à moitié femme.
C'est une divinité qui est présente à Bangkok sous la forme d'une statue. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de la divinité grecque hermaphrodite. Naturellement, en Inde, cette forme de Shiva est vénérée par celles et ceux qui s'identifient à l'autre sexe, les personnes transgenres. Les Hijras, comme cette divinité, étaient considérés dans le passé comme des personnes augmentées qui possédaient, en plus de leur caractère de naissance, ceux de l'autre sexe. Les Hijras, à ce titre, sont parfois conviés au mariage et aux naissances, durant lesquelles on sollicite leur bénédiction. On croit qu'elles confèrent fertilité et prospérité aux mariés et longévité aux nouveau-nés grâce au pouvoir qu'elles ont obtenu d'une déesse. But soon he is mesmerized by the magical dance and song of the Hijra deities. Good fortune has arrived. L'énergie divine de la déesse Marucharamata leur est donnée en échange de leur émasculation qui est pratiquée illégalement dans certains temples par d'autres Hijras, une ablation de la verge et des testicules qu'ils considèrent comme une véritable libération. Une minorité seulement de Hijras sont castrés, c'est une opération non seulement cruelle et douloureuse, mais aussi dangereuse. Et c'est que depuis les opérations réalisées dans un cadre médical que la mortalité des Hijras a baissé. Les Hijras sont craintes mais aussi méprisées en Inde. Leur façon de mendier en frappant dans leurs mains est une forme de harcèlement qu'elles exercent, notamment sur les hommes qui croient que leur particularité physique peut influer sur leur virilité et leur fertilité. On les voit de temps en temps apparaître au cinéma, comme c'est le cas ici dans le très bon film La Tresse. Pour les mêmes raisons, elles sont méprisées. On les trouve vulgaires, malpolies, arrogantes et surtout, on leur reproche de se prostituer. Depuis le XIIIe siècle, les souverains musulmans avaient utilisé les hijras qu'ils appelaient les Rajasira à des fins éducatives. Elles étaient chargées d'enseigner les codes de bonne conduite et les bonnes manières. Elles étaient utilisées aussi à des fins récréatives. Elles étaient danseuses et chanteuses. Elles pouvaient être des concubines. Et les eunuques étaient en charge du harem que dans le monde indo-persan on appelle le zenana. Mais de nombreuses Rajasira étaient aussi nommées à des postes à responsabilité, à des postes militaires ou administratifs. On sait que Babur, le fondateur de l'Empire moghol, avait nommé une hijra au poste de nazir et que son petit-fils Akbar en avait nommé une autre, qui s'appelle Itimad Rad, administrateur ou administratrice des finances de l'État. L'islam interdit les mutilations et les empereurs Jahangir et Akbar avaient expressément interdit la castration, ce qui ne les empêchait pas d'acheter ou de recevoir des eunuques en cadeau. दोबारा ऐसी बात कही तो जुबान भी काट देंगे. Donc, tout en appartenant à la catégorie des esclaves, elles jouissaient d'un pouvoir et d'un prestige important qui étaient liés à leur baraka. La baraka qui est un pouvoir spirituel dans le contexte musulman. Une cinquantaine d'entre elles possèdent toujours leur tombe dans le sanctuaire soufi que Salah Khan nous emmène visiter dans cette vidéo. हर दौर में हिजड़ा कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करती आई है और आज भी ये संघर्ष बादस्तूर जारी है। दौर में हिजड़ों को इज्जत बख्शी जाती थी और बाकायदा उनके लिए खानका भी बना। Les hijras, les Rajasira, viennent prier et rendre hommage à une sainte du XIIIe siècle qui s'appelle Mian Saheb, hijra elle-même sur laquelle circulent plusieurs légendes. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनके सबसे बुजुर्ग जो थी सत्तो माई, ये उनकी दरगाह है और ये जो सारी खबरें हैं 50 हिजड़ों की, ये सब सत्तो माई के शागिर्द थे। तो आसपास से लोग यहाँ पर आते हैं, हिजड़ा कम्युनिटी भी आती है, नॉर्मल लोग भी आते हैं, यहाँ पर वो फूल चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं और मुराद। Alors le fait que ces hijras aient eu un rôle politique, social ou spirituel ne signifie pas que leurs conditions étaient enviables, mais elles avaient une place dans la société qui s'accompagnait d'un respect, d'un odeur, le hizzat qui est très important dans la société indienne, une société où chacun occupe la place qui lui est impartie par sa naissance. Et c'est peut-être ça le vrai chamboulement. En opérant une transition de genre, ils sortent de la caste à laquelle ils étaient liés par leur naissance et rejoignent une autre catégorie. Et cette catégorie est difficile à définir puisqu'elle va aussi bien rassembler des personnes intersexuées, celles qu'on appelait avant les hermaphrodites, des femmes transgenres opérées ou pas, les anciens eunuques castrés contre leur gré et les travestis.
Le prestige dont bénéficiaient ces Rajasira durant l'Empire moghol va se réduire sous l'occupation britannique, qui va faire des distinctions légales entre les hijras protégés par la noblesse et les autres, sans protecteur, qui tombent sous le coup du Criminal Tribes Act de 1871, les privant du droit à la propriété et à l'héritage, une façon de s'accaparer leurs biens. L'activiste et leader politique transgenre pakistanaise Bindi Arana écrit qu'après l'arrivée des Blancs, les Moghols perdirent leur pouvoir et commencèrent à adopter des normes occidentales en recevant leurs ordres des Britanniques. Et au moment de la partition entre l'Inde et le Pakistan, les Rajasira n'avaient plus que la danse et le chant. Elles ne représentaient plus rien pour la société. Et en plus, les Britanniques vont mettre en place tout un arsenal législatif qui va condamner l'homosexualité et la sodomie. Aujourd'hui, on trouve des hijras en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan, où elles sont très vulnérables. Elles viennent de toutes les religions. Elles peuvent être hindoues, musulmanes ou sikhes, et elles vivent sous un système qu'on appelle Guru Chela. Un gourou hijra domine le groupe. Initie les nouvelles arrivées, les protège mais peut aussi les exploiter, les contraignant à la mendicité ou à la prostitution, des activités devenues beaucoup plus rentables que les bénédictions, le chant ou la danse. De plus en plus de familles sont réticentes à louer les services artistiques des hijras pour les célébrations, et la plupart des autres métiers leur sont fermés. Elles sont victimes d'ostracisme et de rejet, de brimades et de viols, voire d'assassinats. Leur situation ne cesse de se détériorer. Mais les États s'engagent pour les protéger. Au Bangladesh musulman, une loi reconnaît l'existence d'un troisième genre depuis le 11 novembre 2013. Et en Inde, la Cour suprême reconnaît depuis avril 2014 les hijras, les personnes transgenres, les eunuques et les personnes intersexes comme un troisième genre à part entière. Mais c'est la Cour suprême pakistanaise qui avait la première en 2009 reconnu le droit aux transsexuels eunuques et Rajasira de posséder une carte d'identité portant un X à la place du M masculin et du F féminin. Le processus s'est terminé par une loi en 2018 qui permet de s'inscrire auprès des services gouvernementaux pakistanais en tant que transgenre dans un pays où l'homosexualité est toujours condamnée, ce qui montre qu'il est possible de ne pas confondre sexe, genre et orientation sexuelle. En 2016, 2 ans avant la loi, une cinquantaine de dignitaires religieux ont issu une fatwa autorisant les Rajasira à se marier. Ces avancées ne les empêchent pas d'être toujours victimes d'abus et d'atteintes à la dignité, comme nous le montre un reportage de Sonia Razali de RFI qui nous donne la version d'une militante Rajasira. X, autrement ni homme ni femme. Mehroub défend ce droit de se définir autre que binaire. En décembre dernier, elle est l'une des organisatrices de la Murat March, la marche des Rajasiras à Karachi. C'est féminité, vie, liberté. La militante est inquiète. Le climat s'est détérioré, dit-elle. Les transgenres sont encore plus menacés simplement parce que l'extrême droite pakistanaise, la droite islamique, s'inspire beaucoup de l'extrême droite européenne et américaine. Et j'aimerais appeler cela une transphobie importée de l'Occident, car nous n'avons jamais vraiment connu de transphobie à cette échelle au Pakistan auparavant. Nous avons connu la misogynie trans, qui est simplement de la misogynie parce que nous vivons dans une culture patriarcale. Et puis nous avons eu la transphobie coloniale, que nous avons adoptée parce que les Britanniques nous ont laissé 2 lois draconiennes lorsqu'ils nous ont colonisés. Des lois qui visaient spécifiquement les transgenres et les Quajasiras, la minorité indigène du 3e genre qui existe. Mais à cette échelle politique pure, la transphobie n'a jamais été présente au Pakistan de cette façon organisée. Il y a la violence, il y a eu la violence, il y a eu la phobie, il y a eu la stigmatisation et la discrimination. Mais quand on parlait de ça, les gens disaient « c'est mal, ça n'aurait pas dû arriver ». Mais maintenant, les gens justifient la violence, ils la soutiennent, ils l'approuvent. Et le pire, c'est que les femmes le font également. Transgender is against Islam. Il ne s'agit pas seulement d'hommes qui agissent par misogynie ou par misogynie trans contre les corps trans. Il y a aussi des femmes mariées avec des enfants qui se tiennent à leur côté. C'est un outil très puissant à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas que la transphobie a augmenté au Pakistan, c'est que la transphobie au Pakistan a été glamourisée, célébrée, légitimée et est littéralement devenue la clé pour se faire accepter par la société. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, au moins 18 personnes transgenres ont été tuées au Pakistan l'année dernière. Il s'agit du taux le plus élevé de meurtres transphobes en Asie. La reconnaissance et l'acceptation de la fluidité de genre seraient donc plus
une question anthropologique, politique, idéologique qu'une question religieuse. Indépendamment de leur foi, on va trouver une acceptation des transgenres, que ce soit chez les musulmans ou comme chez les pieux protestants des îles du Pacifique, comme nous le rappelle Nico Besnier. Et en fait, les Leiti à Tonga, les Fa'afafine à Samoa et les Mahu à Tahiti sont tout à fait, non seulement acceptés et invités, mais aussi sont très prisés parce qu'elles balayent furieusement l'église à l'aube avant le premier culte. Elles mettent des fleurs sur l'autel. Donc les églises, surtout les églises traditionnelles, sont absolument ravies d'avoir ces gens. Donc la moralité locale dit ces gens font partie de la société, ce sont nos fils, nos filles, nos frères et nos sœurs, et donc on ne va pas les rejeter comme ça. En fait, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Et ça reste important de comprendre que dans de nombreux endroits du monde, même si l'existence d'un troisième genre était bien acceptée, la catégorie de l'homosexuel n'existait pas, ou presque. Ce qui était important, c'était l'identification à un genre, savoir si on se comportait comme un homme ou comme une femme, et éventuellement comme un troisième genre. Mais les pratiques ou les orientations sexuelles n'entraient pas forcément en considération. Le psychanalyste indien Sudhir Kakar le rappelle souvent dans ses livres, ou comme ici dans un article du journal Le Monde. En Inde, hormis quelques membres de l'élite anglophone des grandes villes, les hommes qui ont des relations avec des hommes, et ils sont nombreux, ne s'identifient pas comme homosexuels. Ils ne compromettent donc pas leur identité masculine, qui consiste à se marier et à avoir des enfants. Ces catégories d'orientation sexuelle, gays ou lesbiennes, sont des cadres normatifs importés d'Occident, des catégories auxquelles ceux ou celles qui ont des relations sexuelles avec l'autre sexe sont sommés d'appartenir. Aujourd'hui, il y a une injonction au coming out qui est très mal vécue par de nombreuses personnes qui, tout en ayant des relations en dehors de leur genre, ne se considèrent pas pour autant comme homosexuels et encore moins comme gays, avec toute la culture attachée à cette catégorie. Mais qu'en est-il en Asie du Sud-Est ? Le Bouddha lui-même ne s'est pas prononcé sur la question de genre. Il considérait la sexualité comme un élément parmi d'autres de l'attachement qui empêche la libération, cette libération de laquelle je parlais tout à l'heure avec l'émasculation de Sehijra. Dans un texte bouddhiste, dans le Dhammapada, le Bouddha dit « Du plaisir sensuel naît la souffrance, du plaisir sensuel naît la peur, celui qui se libère du plaisir sensuel n'a pas de souffrance. » En gros, il déconseille la sexualité et il l'interdit aux moines. De la même façon, il préconise de se détacher de son corps, quel que soit son genre, qu'il ne considère pas. Les textes nous disent même que le Bouddha est né avec des organes génitaux atrophiés, ou plus précisément rétractés, voire enveloppés dans un sac, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un enfant avant son renoncement. En Thaïlande, le Bouddha va être représenté de façon différente suivant les époques, mais depuis l'arrivée des Thaïs au Siam, depuis l'époque Sukhothai, les représentations du Bouddha sont de plus en plus androgynes, de moins en moins marquées dans leur genre. Les statues du Bouddha, dans la position qu'on dit lila, en sont un bon exemple, caractéristique de cette période artistique, et on peut facilement remarquer la volonté de dissimuler les attributs masculins du Bouddha. Je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait pas exploité cette piste qui pourrait lier ces représentations du Bouddha et l'existence des Kathoïs, des transgenres d'Asie du Sud-Est. Alors les attestations historiques de l'existence des Kathoïs au Siam sont quasi inexistantes. Il faut attendre la rédaction du corpus légal en 1805, qu'on appelle le Code des Trois Sceaux, pour voir le mot Kathoïs apparaître. Dans ces textes de loi, elles sont considérées comme mineures et privées du droit d'être témoins. Et le mot Kathoïs a traversé ces 2 derniers siècles pour prendre aussi bien, d'après le Royal Institute Thai Language Dictionary, le sens biologique de personnes intersexuées, aussi bien que le sens social de personnes transgenres. Et c'est surtout à partir des années 1960, après que la figure occidentale de l'homosexuel, du gay, a été importée en Thaïlande, que la catégorie du Kathoïs s'en est distinguée, en devenant de plus en plus un Sao Prapet Song, une femme du second type. Ceci a exclu de fait les hommes transgenres, les femmes qui se comportent comme des hommes, en les renvoyant avec une partie des lesbiennes dans la partie des toms, les tomboys. Dans son ouvrage Kathoïs Multiple Gender, la chercheuse thaïlandaise Chira Tongkrajai nous dit que 2 de ses enquêtés d'origine villageoise ont avoué leur ignorance de la catégorie gay avant de s'installer en ville ou à l'étranger. Pour elle, un homme qui aime les hommes n'a pas d'autre choix qu'être Kathoïs. L'une d'entre elles s'est définie comme gay
lorsqu'elle s'est installée dans un pays européen où les kathoïs au sens thaïlandais se font rares. Ceci confirme l'inexistence de la catégorie homosexuelle straight dans la pensée rurale thaïlandaise. Donc ces kathoïs, c'est aujourd'hui des femmes trans, opérées ou pas, qui souvent surjouent la féminité, au point où c'est parfois difficile de distinguer un kathoï d'une femme. สำหรับเปียโนแล้วเนี่ยการเป็น transgender ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็น paradise คือเรามีปัญหาหลายอย่างแต่แค่เรามีจำนวนมากแค่นั้นเองทำให้คนเนี่ยยอมรับไปแบบไกลๆ La société thaïlandaise permet aux kathoïs d'exister, mais leur vie n'est pas simple pour autant, surtout dans les zones rurales d'où elles doivent souvent fuir vers les villes. Ça a l'effet de concentrer les kathoïs à Bangkok et dans les zones touristiques, où à défaut de pouvoir trouver du travail dans tous les domaines, elles se rabattent vers les métiers de la beauté, coiffeuses ou esthéticiennes, de la mode, des arts, et elles sont parfois contraintes, ou pas contraintes d'ailleurs, à la prostitution. But I'm not lady. You're not a lady? Yes. What are you? I'm lady boy. You don't believe me? You are not a lady boy, are you? I'm lady boy. Et c'est là que les étrangers, phalanges européens ou autres, vont entrer en contact avec elles, renouant avec l'étonnement et la gêne qu'avaient dû ressentir les premiers explorateurs au contact des transgenres, océaniens, africains, indiens ou américains. Et ces hommes occidentaux vont parfois accepter, voire consommer des rapports avec elles, tout en critiquant la soi-disant théorie du genre qui menacerait leur pays d'origine et la décadence des mœurs occidentales. Comme s'il aurait été plus facile d'accepter la fluidité de genre quand elle est loin de leur culture. Et il arrive un peu la même chose aux Thaïlandais eux-mêmes. Les kathoïs sont acceptés, surtout quand elles ne touchent pas à la réputation de la famille. Dans une interview intéressante de Sabri Thai qui m'a autorisé à reprendre ici, la kathoï Piano nous raconte son expérience. เปียโนเติบโตในชุมชนแออัดริมทางรถไฟหรือเรียกว่าสลัมนะคะเปียโนเนี่ยมีพ่อเป็นนักมวยหรือว่าบ็อกซิ่งนะคะซึ่งพ่อเนี่ยจะบังคับให้เปียโนเนี่ยไปต่อยมวยแต่สิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เปียโนอึดอัดมากๆแต่ว่ายังมีจุดดีอยู่อย่างหนึ่งคือใกล้ๆกับที่ค่ายมวยนะคะมีที่รำมโนราอยู่ซึ่งเปียโนเองก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากรำมโนราเพราะมโนราคือความอ่อนช้อยความ flexible แบบเป็นแบบผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเปียโนรู้สึกว่าเราไปรำมโนราดีกว่าแล้วหลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่เนี่ยเปียโนก็แอบไปรำมโนราแล้วก็ไม่ต่อยมวยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทราบว่าเราเนี่ยเป็นแบบ transgender จริงๆหรือว่าเป็นสาวประเภท2จริงๆเนี่ยเขาก็พยายามจะให้เราบวชหรือพยายามจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ชายให้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าหลายๆคนมาประเทศไทยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็จะไปพัทยาหรือว่าจะมาแถวๆนาหรือว่าพร้อมพงษ์พัดพงษ์ต่างๆก็จะเห็นว่ามีเซ็กเวิร์กเกอร์หรือว่าสาวบริการที่เป็นสาวประเภท2ค่อนข้างเยอะแต่สำหรับตัวเปียโนเองเปียโนเป็นเทคนิคการแพทย์ค่ะและเปียโนเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนั้น Et c'est un enjeu important pour les kathoïs que de tout faire pour respecter l'honneur de leur famille dans des milieux ruraux où tout le monde se connaît. Elle peut adopter une attitude moins visible, moins ostentatoire, moins extravagante. Elle peut au contraire endosser le rôle de la fille de la famille, notamment quand il n'y a pas de garçon dans le foyer. Et dans ce cas-là, elle va s'occuper de ses parents et les assister jusqu'à leur mort. Parce que endosser le rôle du bon enfant, celui qui ne fait pas de vagues, peut être une stratégie aussi bien pour faire accepter son genre particulier que de préserver la face de la famille, l'honneur de la famille aux yeux du voisinage. Leur choix va se faire comme ça. S'exiler et trouver un environnement, un emploi qui permet au kathoï d'exister dans son genre, ou alors l'atténuer un peu et rester dans son environnement d'origine. Alors évidemment, tous les cas de figure sont possibles, et la société se transforme, elle devient de plus en plus tolérante vis-à-vis des minorités et des spécificités de genre, parce que la Thaïlande est entrée dans un processus de reconnaissance du mariage homosexuel qui pourrait permettre aux kathoïs d'accéder à l'union légale. Par ce processus, la Thaïlande deviendrait le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour tous, qui renforcerait son image de pays tolérant et ouvert. Pourtant, certains critiquent cette ouverture de façade. C'est le cas de Eugénie Mérieux, qui est constitutionnaliste et experte en politique thaïlandaise. Elle parle de pinkwashing. Pinkwashing ? Ouais, absolument. On appelle qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de pinkwashing en Thaïlande ? C'est comme utiliser soit la législation LGBT, soit utiliser l'idée d'une orientation sexuelle très ouverte et d'une féminité débridée pour redorer le blason d'un régime autoritaire qui, par nature, est considéré comme plus viriliste.
Alors ce pinkwashing, il n'est pas spécifique à la Thaïlande parce que d'autres voient dans le repositionnement récent de l'extrême droite européenne une autre forme de pinkwashing. Depuis que les partis de la droite et de l'extrême droite européenne, traditionnellement détenteurs de la défense des valeurs chrétiennes, ont normalisé leur discours vis-à-vis des homosexuels, ils ont déplacé leur curseur vers la transidentité qu'ils dénoncent sur tous les médias, sur Internet, dans les journaux, à la télé ou à la radio. 6 associations ont annoncé porter plainte contre vous pour injures transphobes. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique, que ça plaise ou non. Les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. Là, on ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. Si. En Thaïlande, Piano nous raconte comment son père a essayé de faire d'elle un boxeur, puis un moine pour l'éloigner de ses questionnements sur son genre. On recense de nombreux cas de parents qui essaient de corriger ce gender disorder par la manière forte. Tout ça pour dire que malgré un climat de tolérance en général en Thaïlande, les familles dont un membre est ladyboy, comme les Kathoy elles-mêmes, vont mettre en place des stratégies pour que la famille ne perde pas la face. Ça me ramène à cette idée que j'avais déjà évoquée, celle qui fait que les Thaïlandais sont plus indifférents que tolérants. Et cette indifférence s'arrête quand les agissements d'une personne vont rejaillir sur l'honneur de la famille. Donc évidemment, il faut mieux être une personne transsexuelle en Thaïlande qu'en Inde ou au Pakistan, ça fait aucun doute, mais il ne faut pas perdre de vue leurs difficultés familiales, sociales et légales. En plus, en Thaïlande, les gens vont souvent évoquer des histoires de karma pour expliquer l'existence des transgenres. Un Kathoy serait ainsi une femme morte, réincarnée dans le corps d'un homme, et pour certains, c'est une punition. Les Kathoy paieraient dans le présent une vie antérieure de débauche sexuelle, et c'est une position défendue par certains moines conservateurs. D'autres, au contraire, contestent radicalement ces positions qu'ils voient comme une mauvaise interprétation du bouddhisme, ce qui montre encore une fois que l'acceptation de la fluidité de genre n'est pas une posture religieuse, mais plutôt idéologique. Et on va retrouver le même clivage entre les musulmans rigoristes qui refusent toute reconnaissance au hijra et ceux qui les soutiennent et qui les aident. Au Bangladesh, elles ont une mosquée reconnue par les autorités religieuses locales. On y trouve une madrasa, une école religieuse pour les transsexuels, et une autre en Indonésie, où là aussi ça entraîne des positions de tolérance et de rejet. En Indonésie d'ailleurs, il existe traditionnellement la fluidité de genre, notamment chez les bouddhistes des Sulawesi, qui en plus des genres masculins-féminins, en reconnaissent 3 autres qui jouent un rôle dans la spiritualité locale. Mais en Indonésie aussi, la confusion entre le genre et l'orientation sexuelle mène au rejet de ces catégories ancestrales, et là comme ailleurs, les personnes transgenres sont sujettes au rejet et aux menaces. Mereka dipandang bukan sekedar dari aspek fikih oriented, yang kaku, yang rigid, yang harus pakaiannya harus kayak gini, anunya harus kayak gini. Kemudian berkembang dengan muatan-muatan baru bahwa mereka itu juga adalah makhluk Tuhan. On pourrait continuer cet inventaire non exhaustif de la fluidité de genre en évoquant les Warok de Java, les Manang Bali de Bornéo ou les Bakla et les Bayot des Philippines. Mais il faudrait encore des heures pour entrevoir toute la diversité et la complexité de la fluidité de genre, présente sur tous les continents depuis certainement des millénaires, des personnes qui étaient la plupart du temps intégrées socialement, qui jouaient un rôle politique ou spirituel, une existence qui a été profondément bouleversée par l'arrivée des Européens, et par l'introduction de lois condamnant l'homosexualité et la déviance. Aujourd'hui, ces lois qui dans de nombreux pays n'ont pas été abolies ou alors très récemment comme c'est le cas en Inde, servent d'arsenal législatif à tous les fondamentalistes, surtout musulmans, mais aussi chrétiens ou autres. Bref, des hommes qui se comportent comme des femmes, c'est pas nouveau. Difficile d'évaluer l'augmentation du phénomène, particulièrement dans les sociétés où le troisième genre existe traditionnellement. Mais jamais les débats autour de leur existence n'a pris autant d'importance dans nos sociétés. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces histoires de genre, de sexe et d'orientation sexuelle dans les commentaires. Partagez cette vidéo, mettez-lui un like et abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye. เป็นโนอยากจะบอกว่าทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันขอให้เคารพสิทธิขอให้เคารพความเป็นอยู่ขอให้เคารพในการตัดสินใจของเขาเพราะทุกคนใช้ชีวิตของตัวเองเรามีแค่ชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มค่าขอบคุณค่ะ